Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous accueillerons à l'espace Le Point de ce 24 janvier, dans un premier temps, Docteur Achille Gwanza, qui est docteur en droit de l'arbitrage. C'est dans le contexte du cocktail débat traditionnel organisé par la Chambre de conciliation et d'arbitrage à l'occasion des fêtes de fin d'année ou bien du Nouvel An. Une activité interrompue depuis 2019 et cette année pour organiser cette activité, la Chambre a jugé bon de choisir un thème qui impacte ou encore qui fait impact. Il s'agit du croisement entre intelligence artificielle et arbitrage, une révolution dans le règlement des conflits. Donc notre invité ce matin est l'invité d'honneur de la Chambre. Il est en Haïti justement pour la circonstance. Docteur Achille Gwanza, docteur en droit de l'arbitrage. Et dans un second temps, nous aurons donc à parler du pop jazz avec Joël et Milena Sandler. Comme on sait, cette activité se déroulera ce week-end en Haïti. Accueillons donc notre premier invité, docteur Achille Gwanza, qui est d'origine camerounaise et qui nous fait le plaisir de venir en Haïti pour parler de l'arbitrage, mais surtout du croisement entre intelligence artificielle et arbitrage. Bonjour docteur, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin, d'autant que l'activité se déroulera aujourd'hui, en début d'après-midi, si je ne m'abuse. Bonjour. C'est moi qui vous remercie pour votre sympathique invitation et c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. D'abord, on parle en général de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est surtout quand il y a conflit et qu'il faut la présence d'une structure, d'une entité ou encore d'une personne ou un groupe de personnes pour justement intervenir et traiter les différends. Bien ou mal? Bien préciser que c'est des juges privés qui n'ont pas la casquette de magistrat comme c'est le cas en matière judiciaire administrative. C'est des personnes auxquelles on reconnaît une certaine compétence juridique et une certaine éthique dans le règlement des différends qui auront la charge de départir les parties sur le litige qui les oppose. Comme vous l'avez précisé, il peut s'agir d'un arbitre unique ou de 3 arbitres en général. Mais là, nous ne parlons pas uniquement de personnalité ou de groupe de personnes. Nous parlons de l'intelligence artificielle dans l'arbitrage. Tout à fait. Alors, comme vous l'avez si bien indiqué, le sujet qui nous est choisi d'aborder cet après-midi, et naturellement avec vous, c'est le croisement de l'intelligence artificielle et de l'arbitrage. Le téléspectateur qui nous écoute doit bien se demander, d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle et quel est le lien avec l'arbitrage? Alors, il faut rappeler tout de suite qu'il n'y a pas une définition unanimement acceptée de l'intelligence artificielle. Mais schématiquement, pour faire simple, on dira que l'intelligence artificielle consiste à confier à un robot ou à un ordinateur des missions dévolues à un être humain. Par conséquent, le robot doit avoir la capacité cognitive de réflexion d'un être humain pour pouvoir faire la tâche qui lui est dévolue. Toute la question de savoir si le robot peut réellement se substituer à l'être humain. Quand on a donc posé cet élément de définition, on peut maintenant le confronter à la question de l'arbitrage. Il s'agira, du côté de l'arbitre, résoudre le litige avec des outils informatiques qui ont des potentialités de l'être humain. Du côté du conseil, c'est travailler à préparer le dossier avec des outils informatiques
qui lui permettent d'améliorer sa performance. L'enjeu étant de savoir comment on croise ces deux intelligences, artificielle et humaine. C'est tout comme si on fait appel, par exemple, à des formules toutes faites pour résoudre des conflits. C'est exactement ça, de manière schématique, même si c'est un peu plus large. Mais toute la question est de savoir d'abord, est-ce que l'intelligence artificielle équivaut à l'intelligence humaine? Si la réponse n'est pas positive, comment faire combiner les deux? Où faire le départ? Et l'intelligence artificielle, quand on pousse la réflexion, parce que ce que vous avez soulevé comme exemple invite une réflexion. Vous avez dit un robot qui dit le droit. Est-ce que sur le plan moral, on a envie que ce soit des machines qui règlent nos différends? Vous imaginez, en sortant un peu l'arbitrage, mais allons plus largement. Un homme qui doit se divorcer avec son épouse, est-ce qu'on a envie? C'est une machine qui décide de comment ils vont gérer leurs enfants. Vous voyez, c'est très curieux. C'est très curieux comme sujet de discussion, comme sujet de débat, je dirais. Et là, on parle de conflits. Oui. On parle de conflits et les conflits peuvent être variés, diversifiés. Et comment maintenant faire appel à un robot pour résoudre tous les types de conflits? Alors, ça me permet aussi, votre question, d'abord de soulever un élément en amont. C'est qu'il ne faut pas résumer l'intelligence artificielle à la mission de dire le droit, c'est-à-dire de trancher. L'intelligence artificielle intervient dans plusieurs strates de la justice arbitrale. La première, d'abord, c'est si vous utilisez aujourd'hui les outils de raisonnement juridique, lorsque vous et moi avons un conflit, ces outils nous permettent de voir lequel de nous a le rapport de force entre nous, de sorte que nous pouvons décider, parce que nous nous rendons compte qu'aucun de nous, finalement, n'a parfaitement raison, nous décidons de transiger. Donc, c'est déjà un outil d'aide à la décision. Oui, mais confier ce travail à un robot, c'est là qui rend le travail un petit peu compliqué, ou encore complexe. Compliqué, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, c'est de savoir la fiabilité. Car pour arriver à cette décision, il faut avoir les éléments qui vous permettent d'analyser suffisamment. Aussi longtemps que le cerveau humain soit d'une ingéniosité incroyable, il n'a pas la même capacité de travail qu'une machine. Ce qui veut dire que si pour un avocat, avant de vous dire vous avez des chances de gagner ou pas, il devra traiter 20 décisions, ça lui prendra 5-10 jours. L'ordinateur, ça lui prendra 3-4 heures. Donc, il faut faire le départ entre qu'est-ce qu'on va rechercher? La célérité, le coût ou la fiabilité, sachant que même l'être humain n'est pas fiable à 100%. Simplement, on peut dire que ce qui serait plus opportun, c'est de voir est-ce qu'on accorde une confiance absolue à l'intelligence artificielle ou alors on reconnaît qu'elle a des limites et dans ce cas-là, on va la combiner avec l'intelligence humaine, sachant que l'intelligence humaine précède l'intelligence artificielle parce que la machine est fabriquée par le cerveau de l'homme. Donc c'est lui qui met des données. Mais en même temps, le cerveau d'un homme n'a pas la même capacité de travail que la machine. Si je vous demande de tracer un trait avec vos stylos, vous me ferez 10 traits, mais on verra qu'ils seront discontinus. Un ordinateur vous fera 10 traits à l'identique. Tout est question de qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous recherchez, et in fine, comment on utilise ce que la machine a produit. Il me semble que c'est dans la jauge, le point de départ, c'est la jauge entre qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Mais considérer d'emblée que c'est bon ou mauvais, c'est pour moi mal poser le problème. Il faudrait avoir un raisonnement plus détaillé. C'est pour ça que je vous ai donné un exemple en amont, l'outil d'aide à la décision d'engager la procédure ou pas. Au-delà de l'outil d'aide à la décision d'engager la procédure ou pas, c'est sur le choix des acteurs. Quand on s'intéresse à l'arbitrage international, je vais vous donner une statistique par exemple. Au niveau du centre d'arbitrage de la Banque mondiale appelé CIRDI, les États africains représentent 22% de contentieux, mais 1% des arbitres. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de diversité parce qu'au-delà des critères scientifiques, il y a des critères humains. Mais si vous allez demander à une machine, vous lui dites « je voudrais une personne qui a tel profil, qui a tel parcours », il y aura plus de chances de diversité parce qu'il y a certaines considérations humaines que le robot n'intègre pas. Donc tout dépendra de ce que vous recherchez. C'est pour ça qu'encore une fois... Mais est-ce qu'on peut illustrer par un ou deux exemples, juste le temps de permettre à notre public
se faire une idée exacte de quoi on parle. Alors, aujourd'hui, vous êtes conseil de la Société d'électricité de Haïti, qui est poursuivi par un investisseur étranger qui est actionnaire de cette société. Vous avez un litige au niveau de la Banque mondiale et vous ne connaissez pas le personnel du milieu de l'arbitrage et vous voulez choisir un arbitre. Votre avocat, vous ne lui faites pas confiance pour ce choix ou vous dites de toutes les façons, c'est moi qui veux un profil. Si vous allez sur la base de données sans publicité aucune, Arbitration Intelligence, vous rentrez les paramètres de ce que vous voulez, on vous sort une liste de profils qui correspondent à votre besoin. Ça vous évite d'aller interroger X, Y, Z. Bien évidemment, l'un n'exclut pas l'autre. Mais plus rapidement, vous avez la réponse. C'est pour ça que je parle d'outils d'aide à la décision. Quand vous cherchez des avocats, pour tous ceux qui ont des activités à l'international, ils savent que vous avez une activité aujourd'hui aux Bahamas, aux États-Unis, vous allez appeler un contact. Est-ce que tu peux me trouver un cabinet? Le temps que lui fouille, vous êtes devant votre machine, vous avez une base de données avec laquelle vous travaillez, vous rentrez des paramètres et vous donne la réponse à la question que vous cherchez. Et là, c'est la rapidité que vous avez gagnée. Toute la question, c'est maintenant, vous plutôt le problème, est-ce que vous avez rentré les bons paramètres pour avoir la bonne réponse? Ce qui peut nécessiter naturellement de compléter avec l'intelligence humaine votre conseil. Ça suppose aussi une formation? Naturellement, ça suppose une formation parce que l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique à un niveau très avancé. Parce que le maniement d'une base de données suppose au moins le maniement déjà rudimentaire de l'ordinateur, ensuite maintenant de certains logiciels, mais ça suppose également, pour son bon fonctionnement, tout un équipement logistique. Une certaine qualité de connexion, une certaine qualité de protection de données pour la confidentialité. Donc ça suppose que celui qui veut vraiment s'investir dans l'intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui est déjà très à l'aise avec l'outil informatique ou alors qui va devoir se former à l'utilisation de l'outil informatique et plus largement qui est prêt à digitaliser ses activités. Vous voyez, comme chacun de nous, vous avez aujourd'hui une boîte email. Vous n'avez plus besoin de DHL pour qu'on vous envoie un courrier des États-Unis à Haïti. C'est juste une pièce jointe qui coûte rien, qui va plus vite. Donc on doit faire choix de l'intelligence artificielle dans l'arbitrage pour la fiabilité, parce que vous avez fait état tantôt d'un éventuel manque de confiance dans les avocats et que l'on pense à se rabattre, le cas échéant, sur l'intelligence artificielle. Alors, oui et non. Oui et non dans le sens où l'intelligence artificielle vous permet d'accéder à une foule d'informations plus rapidement que celle que vous avez. Donc il y a la fiabilité, il y a aussi la rapidité. Il y a l'accès aux données, il y a la fiabilité, mais encore une fois, je dis, cette fiabilité suppose qu'en amont, le problème ait été bien posé. C'est un peu comme lorsque vous allez voir un médecin. Ce n'est pas parce que le médecin est mauvais que le diagnostic est forcément mauvais, c'est parce que aussi vous avez peut-être exposé les mauvais symptômes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que c'est comme un moteur de recherche quand vous cherchez des informations sur Internet. Si vous ne mettez pas les bons mots-clés, vous n'aurez pas la bonne réponse. Mais une fois que vous les avez mis, vous avez une foule de réponses rapidement et fiables. Quand on parle de croisement entre les deux, est-ce que quand même on aura toujours besoin de ces avocats et, dans le cas d'un conflit par exemple? Est-ce que inévitablement? En réalité, si on devait répondre de manière honnête, je vous dirais qu'il y a des expériences aujourd'hui d'intelligence artificielle où on utilise des robots. Pardon? On utilise des robots. On utilise Dans la ville de Chine, il y a le juge de la ville de Chine de Hangzhou qui est un robot. Aux États-Unis, pour les petites créances, et le robot, excusez-moi, le robot est programmé pour... Il donne la solution. Oui, mais pour un certain nombre de conflits, pas pour tous les conflits. Naturellement, dans l'État de Ohio et du Michigan aux États-Unis, pour les petites créances, vous avez des robots qui jouent ce rôle. Mais toute la question, vous voyez, dans la question que vous posez, il y a toujours cette donnée de l'incertitude. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que la machine est fiable, la machine n'est pas programmée pour gérer des cas en dehors des données qui sont rentrées dans la machine.
Ça veut dire que pour une catégorie de litiges totalement standardisés, oui, on peut se passer. Mais pour des litiges avec une certaine complexité, et comme ceux qu'on regarde en arbitrage, qui peuvent nécessiter une adaptation à un cas spécifique, qui peut solliciter une certaine hardiesse de celui qui doit trancher les différends, on sera toujours obligé de recourir à celui qui a la capacité à s'adapter. Et puis au-delà même des questions de fiabilité encore, il y a la question éthique. Est-ce que l'humanité a envie de se faire régir par la technologie? C'est la question en toile de fond. Est-ce que lorsqu'il y a un différend, on veut le confier à des personnes qui ont une expertise, qui sont des êtres humains, où on décide de mécaniser la vie jusqu'à ce point? Ce serait la même chose chez vous? Est-ce qu'on confie le soin de faire la cuisine complètement à un robot? Où on veut avoir toujours une certaine saveur humaine, qu'elle soit masculine ou féminine, mais qui apporte un zeste particulier qui relève le relief du goût. Là, ce sera toujours une partie du travail à confier à la machine. En tout cas, tout dépendra de l'approche qu'on veut avoir. Jusqu'à quel pourcentage, par exemple? Ça dépend de la nature du litige. Si on prend l'arbitrage, pourquoi les robots d'intelligence artificielle peuvent être limités? Vous savez, la justice arbitrale, c'est une justice confidentielle. Or, lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle pour le raisonnement juridique, les robots, les logiciels, les ordinateurs réagissent par rapport aux informations qu'ils ont. Supposons que vous ayez un cas qui est plutôt réglé par une pluralité de décisions qui sont confidentielles. Le raisonnement donné ne correspondra qu'aux informations insérées dans la machine, dans son mécanisme de raisonnement, et ne pourra pas rendre compte de la réalité inconnue. Et ce n'est qu'un être humain qui peut avoir cette capacité à aller au-delà. Donc du coup, on ne pourra pas avoir une réponse totalement adaptée. C'est pour ça qu'en réalité, il faudrait pas avoir une vision excessive de l'intelligence artificielle, ni une vision de défiance non plus. Il faudra en faire le meilleur usage dans ce qu'elle a de positif, à savoir réduire le volume de travail, sans exclure le travail de vérification et d'innovation, réduire les coûts du travail quand on a pu numériser, ce qui suppose en amont un travail justement de digitalisation des données et de qualité de conservation de ces données. Ça encore, c'est une autre donnée, donc ce sont des préalables. À partir de là, on peut efficacement croiser. Mais voyez-vous, ce qu'on ne dit pas assez sur l'intelligence artificielle, comme la plupart des évolutions technologiques, c'est qu'elle vient de l'armée. Elle vient de l'armée. De l'armée. La plupart des innovations technologiques sont utilisées dans les armées. Vous savez que l'ordinateur qui se démocratise dans les années 80, dès la Deuxième Guerre mondiale, était utilisé. Et donc, les armées savent bien lancer une fusée à partir d'intelligence artificielle. Il faut bien un homme qui appuie sur le bouton. Oui, bien, est-ce qu'on est prêt à universaliser dans tous les domaines? D'abord, il y a une question de coût. Nous sommes à Haïti. Si vous décidez de le faire, il faudrait que toutes les juridictions, par exemple au niveau judiciaire, en aient les moyens. Et au-delà de la question des coûts, il y a la question de la confidentialité, la protection des données. Vous savez, quand dans le cyberespace, vous commencez à télécharger beaucoup de fichiers qui se baladent, à côté, il y a des hackers qui ont envie de pénétrer dans les systèmes. Donc, il faut encore un investissement important dans la protection des données. Quoi que nous soyons en 2024, cela ne veut pas dire que nous sommes totalement prêts à tout révolutionner. Ben, c'est simple. Vous avez votre téléphone portable, dans certains pays, il sert à faire des paiements. Dans d'autres, on ne veut pas. Dans votre téléphone portable, aujourd'hui, vous pouvez avoir votre dossier médical, on vous suit à distance. Est-ce que vous avez envie de cela? On ne peut pas, comme toute innovation technologique, l'intelligence artificielle est bornée par la question éthique. Vous connaissez la formule « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ruine de l'âme. Est-ce qu'on veut laisser l'intelligence artificielle gouverner
la résolution des différends et retirer à l'homme sa sagesse d'être humain face à deux situations. Je vous donne un exemple concret par votre question. Vous et moi avons une orange qui sert de point de litige. L'intelligence artificielle, si elle constate que nous avons des torts partagés, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous donne une moitié d'orange et moi une moitié. Pourtant, vous vouliez du jus d'orange et moi juste du zeste. Elle n'aura pas résolu le litige, elle nous aura donné une solution totalement insatisfaisante. Parce que dans son fonctionnement, on lui a appris que quand tu as deux personnes qui ont des torts partagés, à ce niveau de responsabilité, tu fais du 50-50. Donc c'est l'homme qui va comprendre dans la discussion, parce que lors de l'audience, il est vrai que des robots très avancés, on peut compléter les données, mais ce ne sera, en tout cas en l'état actuel des choses, ce n'est pas encore au niveau de la capacité d'adaptation et de discernement de l'être humain. Il est vrai qu'il y a d'autres données que l'intelligence artificielle traite plus rapidement, notamment les chiffres. Jamais nous ne pourrons faire rapidement des calculs comme une machine. Oui. Quoique la machine soit le produit de l'homme. Voilà. Mais on doit quand même tenir compte, dans tous les cas de figure, on doit toujours tenir compte, par exemple, de ce que la machine va nous donner. Effectivement. Si on fait ce choix, on peut ne pas le faire. Oui, mais à un moment donné, est-ce qu'on ne sera pas obligé de se confier totalement à la machine? Je vous répondrai qu'il y a des avocats qui continuent d'écrire leurs conclusions à la main, ils donnent à la secrétaire qui tape. Peut-être vous direz c'est la vieille école, parce que moi je vous dirais, je suis peut-être pas la vieille école, mais je préfère avoir un livre à main que de le lire sur l'ordinateur. Parce que j'aime ce contact physique. Vous comprenez? Donc il y a également une question de feeling individuel. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence va révolutionner nos modes de vie. Mais je vous dirais, est-ce que la génétique, on l'a laissé aller à tous les points de vue? Quand la génétique a connu son essor, on a dit qu'elle va changer tout. On s'est même posé la question des clonages humains, avec des animaux. On n'en est pas arrivé jusque-là, parce que la limite en toute chose, c'est la conscience. Est-ce que l'éthique humaine qu'on veut permettra de laisser que le règlement des différends se fasse par des machines? Parce que si on le fait par des machines, ça veut dire que nous-mêmes, nous devenons prisonniers de machines. Nous ne décidons plus. Vous et moi avons un problème, nous allons remplir en ligne une case et puis un robot nous donne la solution et nous avons divorcé. Pour un homme et une femme. Dans les pays où le mariage est encore hétéro ou pour des personnes de même sexe. Dans les pays où le mariage homosexuel est permis. Donc vous comprenez que ça ne peut pas être une simple question mécanique. On aura toujours besoin du croisement. Je pense que oui, puisque de toutes les façons, l'humanité reste ce qu'elle est. Et puis, on a l'impression, chaque fois qu'on a une nouvelle innovation, qu'elle est en train de révolutionner le monde, mais on oublie que dans le fil de l'humanité, au XVIIIe siècle, quand on crée telle machine, on a l'impression que le monde va s'arrêter, ça va ceci. Regardez, il y a 10 ans encore, quand Internet est arrivé, on a l'impression qu'on va tout faire sur Internet. Après, on se rend bien compte que bon, c'est bien, ça a des avantages, ça facilite la vie, mais ça comporte également des problèmes. Et donc, il faut être capable également de les anticiper. Je rappelle que vous êtes l'invité d'honneur de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et votre intervention aujourd'hui dans le cadre du cocktail débat traditionnel du Nouvel An de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, eh bien, ou encore est baptisé croisement entre intelligence artificielle et arbitrage, une révolution dans le règlement des conflits. Et vous maintenez, même si on dit les conflits, mais pas dans tous les conflits, et la présence humaine sera de toute façon nécessaire pendant longtemps encore. Mais je vous donne un autre exemple encore, c'est l'interrogatoire d'un témoin. Vous savez, pendant la Covid, en arbitrage, comme dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs, on s'est habitué à faire des audiences virtuelles, avec tous ces logiciels que vous connaissez, je n'en citerai aucun naturellement. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'en fait, il y a une différence entre vous interroger, vous derrière un écran, et en face. Parce que votre langage corporel pour le mensonge est différent lorsque je suis en face de vous. Je ressens votre vibration, je ressens votre chaleur. Je peux influencer rien que par ma présence physique. Le regard perçant que je vous jette sur votre volonté de dire la vérité ou pas. Derrière l'ordinateur, c'est tout froid.
Vous avez la capacité à mieux résister quand vous êtes un menteur bien entraîné à le faire. Tandis qu'en face à face, d'abord, si vous êtes quelqu'un de timide ou pas, vous êtes réveillé comment? L'être humain est tellement sujet à une variation de facteurs endogènes et exogènes qui font que dans son contact, ce n'est jamais la même réalité qu'à travers la technologie. Je m'apprêtais justement à vous le dire, quand on parle de conflit, il y a un juge. Il y a un juge ou bien une commission d'arbitrage. Il y a aussi l'interrogatoire. Le travail maintenant du robot se situe à quel niveau? Alors, tout dépend de comment vous le situez. Il y a des robots qui sont en charge de poser des questions. Ils vous posent une série de questions. Quel est l'objectif? Trouver qui dit la vérité ou qui ment? Alors, il faut d'abord comprendre que c'est peut-être une vision caricaturale qu'on a souvent de l'interrogatoire, de l'audience de manière générale. Le profane de la justice pense que l'audience vise à dénicher le mensonge. Par contre, parfois, l'audience vise à comprendre la vérité technique, qui n'est pas forcément le mensonge. C'est comme on pense que l'avocat, il est un menteur. L'avocat présente une vérité partielle, celle de son client. L'autre partie présente une autre facette de la vérité. Donc, le robot peut avoir pour mission de poser des questions sur des points techniques que le juriste, par exemple, ne connaît pas. En matière de construction, vous pouvez faire l'économie d'un expert, avoir un robot qui saura. Pour construire ce plateau, il faut un bois de telle nature, il faut une peinture d'une autre qui résiste aux intempéries, de la chaleur, de la température. Et ça, quand vous avez le robot, vous économisez le recours à l'expert, ce qui coûte cher. Le robot va donner les propriétés, présenter les éléments au regard du litige et vous permettre, par exemple, de dire voici la liste des questions à poser aux témoins. Qui vous permettront donc de savoir voici dans quelle direction, si je veux comprendre la cause du litige et faire le départ de responsabilité entre les parties concernées, c'est dans cette piste que je devrais aller. Voilà un exemple concret. Merci infiniment, Achille Gwanza. Vous êtes en Haïti, comme je l'ai dit tantôt, pour parler du croisement entre intelligence artificielle et arbitrage, ce que l'on considère, peut-être à juste titre, comme une révolution dans le règlement des conflits aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point. On se donne rendez-vous ce soir. Comme on dit chez vous en pile, mais je ne saurais terminer sans vous dire qu'on doit féliciter la Chambre de conciliation d'arbitrage d'Haïti d'avoir la finesse intellectuelle de mettre en débat un tel sujet. Ça montre qu'il est sur la bonne voie et je ne peux que lui souhaiter longue vie dans sa quête de couvrir le maximum de litiges à Haïti et ailleurs, voire dans toute la Caraïbe. Merci encore une fois et à une prochaine. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point, on parlait du croisement entre intelligence artificielle et arbitrage, une révolution dans le règlement des conflits. Notre premier invité, le docteur Achille Gwanza, qui est donc l'invité d'honneur de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. C'est bien sûr à l'occasion du cocktail du Nouvel An. Les personnalités du monde technologique se donneront rendez-vous ce mercredi, ce 24 janvier. Gardez, enfin, restez branchés. Madame, monsieur, on vous revient dans un instant pour parler Pape Jazz. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, c'est le moment d'accueillir notre deuxième groupe d'invités. Nous allons parler du Pape Jazz avec nos invités, la directrice générale et le président et directeur artistique de la Fondation Haïti Jazz. Madame Milena Sandler, bonjour. Milena Sandler-Widmayer, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs du Point. Monsieur Widmayer, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour tout le monde, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices du Point. Oui, ça bat mon empile, oui. Alors, c'est confirmé, ça débute
demain, et c'est du 25 au 28. Exactement. Et c'est à Port-au-Prince. Parce que C'est à tout le monde Port-au-Prince. nous a posé la question, parce que tu sais que l'année dernière, en janvier, nous étions au Cap-Haïtien. Les jours passent vite, les mois passent vite. C'est un an déjà. C'est un an déjà. tout à fait. Et on va rééditer l'exploit de la ville du Cap à Port-au-Prince cette fois-ci avec des Bon, nouveautés. c'est-à-dire qu'on était exceptionnellement décentralisé l'année dernière et on retourne à Papillage retourne Port-au-Prince à la maison. puisque c'est le Festival international de jazz de Port-au-Prince. Donc nous, maintenant que tout est fin prêt Absolument. pour commencer demain. Absolument. Dites-nous, Joël, comment ça va se passer? Eh bien, ça va se passer très bien. Il a passé beaucoup de musique, beaucoup de belles artistes qui ont gagné dans Pap Jazz. Et puis, des nouveautés, évidemment, plein de trucs qui vont se passer autour du Pap Jazz aussi. C'est pas seulement la musique, la grande scène, il y a les afters, comme d'habitude, il y a les ateliers. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on va en parler. Les scènes découvertes, le Pap Jazz vert, le Jazz Booty Moon, qu'on a voulu absolument. Ça fait depuis 2014 qu'on essaie de faire Jazz Booty Moon. Et cette année, on va finalement faire Jazz Booty Moon. Ça veut dire quoi, Jazz Booty Moon? Parce qu'on dit souvent que la musique est un langage universel, l'enfant, le vieux, le jeune, le moyen. En fait, Tout le monde peut comprendre. Absolument, tout le monde se rejoint dans la musique et c'est vrai que jusqu'à présent on avait les ateliers le matin pour les jeunes musiciens et les curieux, mais ça fait longtemps qu'on essaye de faire ce volet spécifiquement pour les enfants, pour les introduire à la musique, pour les familiariser avec le jazz. Et il y a un volet où on mélange en fait la musique et les arts plastiques, donc la peinture et le bricolage, je dirais. Donc c'est 2 jours d'atelier pour les enfants de 6 à 13 ans au Centre culturel Brésil-Haïti, mais c'est sur inscription et je crois qu'il n'y a plus tellement de place. Non, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Alors, pour les enfants? Pour les Pour les enfants enfants. de 6 à 13 ans. De 6 à 13 ans. Et tout va se passer au Caribé? Mais tout se passe au Caraïbes cette année et bon, on a essayé de faire avoir des scènes gratuites comme on a d'habitude, mais tout va se passer au Caraïbes pour plusieurs raisons. Et puis quand même c'est presque gratuit parce qu'il y a 2 derniers jours, le samedi et le dimanche, c'est à 1000 gourdes seulement. Et les 2 premiers jours, le jeudi et le vendredi, le 25 et le 26, ce sera à $40. Donc quand même on a le dernier jour, samedi et dimanche, les jours les plus facile. On a fait ça seulement à 1000 gourdes, donc c'est un prix très démocratique pour que tout le monde puisse avoir capable de venir. D'avoir la possibilité de venir. Ouais. Les after hours, est-ce que ça va se passer? Il n'y a pas de modification? Non, les after hours. La chose qui est un peu différente, c'est qu'on on fait tout un petit peu plus tôt. Au Caribé, sur la scène, que ce soit la scène Prestige, les 2 scènes Barbancourt et la scène Sunrise Airways, donc les 4 jours, on commence à 5 heures et vous savez que le festival est à l'heure, on commence à l'heure. Et les afters aussi. Du coup, c'est à 7 heures au lieu de 8 heures. Ça sera Mais after, ce sera toujours au Caribé? Non, les afters sont gratuits. Ils sont gratuits et c'est où? Ils sont au Café 36 le jeudi, à la Réserve le vendredi et Quartier Latin samedi et dimanche. Le concept 7 des heures. afters, c'est que c'est après les grandes scènes, après la scène principale, il y a un autre groupe qui joue déjà, même avant que se termine la scène principale, qui commence à jouer déjà. Donc la fête continue, on va aux afters. C'est après qu'on appelle les scènes des afters. Très bien. Maintenant, parlez-nous je dirais, de la teneur du festival cette année. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'artistes Alors, invités? il y a 7 territoires qui sont représentés cette année en termes artistiques, avec du contenu artistique. Il y a donc Cuba. Cuba sera là, l'Espagne, le Mexique, la France avec Cyril Aimé qui est franco-dominicaine, la Martinique. Et puis, quel pays encore? On a le Mexique. Le Mexique, l'Espagne. J'ai dit le Mexique, oui. Et puis, bien sûr, avec une très, très belle représentation d'Haïti, de musiciens locaux et de la diaspora. Surtout de jeunes musiciens. En fait, là, le Pap Jazz est dans une nouvelle phase de mutation. Le public, on cherche un public, essayer de trouver un public plus jeune pour le Pap Jazz. Enfin, d'agrandir notre public, en fait, d'aller aussi chercher les jeunes.
Est-ce qu'il y a des têtes d'affiche qui étaient là l'année dernière et qui vont revenir? Non, pas une année sur l'autre, mais par exemple, tu veux en parler un petit peu de, je sais pas, de têtes d'affiche. Les têtes d'affiche, bon, les têtes d'affiche en général, on a, bon, moi, tête d'affiche, tous les artistes sont importants. Pour moi, bon, en tant qu'artiste, tous les artistes sont importants. Il y en a évidemment qui ont une renommée, qui ont un palmarès plus important que d'autres, mais on a Richard Bonnat, on peut dire comme tête d'affiche, on parle de tête d'affiche, Richard Bonnat, qui est un bassiste qui est déjà venu au festival en 2013, et c'est qu'aucun artiste, Richard Bonnat, c'est un bassiste formidable, qui fait une musique magnifique, il a une manière de chanter sur scène à lui seul, il est vraiment extraordinaire. Qui a gagné un Grammy Award. Il y a eu un Grammy Award. Ensuite, on peut dire Cyril Aimé aussi, qui a été nominé, Grammy et tout ça. Cyril Aimé, une chanteuse franco-dominicaine qui est pétillante sur scène, elle fait du swing, elle chante vraiment magnifique. Ensuite, on a Ludovic, lui, qui est un trompettiste martiniquais, qui mixe du funk, la musique, je veux dire, un petit peu de musique créole. Dans sa musique, il a joué longtemps avec Lenny Kravitz, il était dans la pop aussi, donc il a fait 10 ans à jouer avec Lenny Kravitz, donc si on connaît qui est Lenny Kravitz. Donc voilà, c'est très varié aussi, la programmation. Je peux dire aussi le groupe mexicain, l'artiste mexicain Las Jeronimo, il est excellent guitariste et bassiste aussi. Il fait une musique, une sorte de fusion de la musique mexicaine et du jazz, ainsi que Abbé Rabadé, qui est le pianiste qui va jouer en trio, avec un artiste haïtien, avec Gérald Kebro qui va l'accompagner comme bassiste. Donc on aime toujours faire ce genre de fusion, les artistes étrangers, les artistes haïtiens, les collaborations. Ensuite, on aura Felipe Lamoglia, le cubain, qui vient de Miami avec son quintet, qui est du jazz afro-cubain. Comme on aime beaucoup ici. Et puis, bon, à part les groupes populaires, parce qu'on a Errol Josué, qui représente la musique quand même traditionnelle de chez nous. On a Gros Lobo, qui est peut-être le plus jeune, c'est du DJ, mélangé avec DJ musique traditionnelle. Et il y aura aussi comme invité, vont inviter Fabrice Rousier et moi aux percussions. Donc, on va le distinguer, on va s'amuser sur scène. Oui, et puis, on aura aussi... Pour pas mourir cheval. Pas comme ça. Dans une expression, ça. Oui, on va pas faire calper pour mourir cheval. Tu vas profiter de l'occasion pour t'amuser aussi. Voilà. Ah, ben absolument. J'essaie toujours de faire ça, même si c'est en coulisses, dans les afters, j'essaie toujours de m'amuser. Ensuite, on aura aussi. Bitova, tu n'as pas parlé de Bitova. Attends, je parlais des très jeunes. On aura aussi qui remplace Canis, dommage, qui ne pourra plus venir. Canis a des problèmes de santé et qui est arrivé là. Donc, c'est dommage, qui est remplacé par. Racine Mapou qui va featuring Janesta. Janesta, donc du reggae, c'est la première fois qu'on aura du reggae. Il va jouer avec Janesta. Exactement. Ouais. Racine Mapou, c'est un projet, excuse-moi. C'est un collectif. C'est un collectif de chanteurs qui font du reggae, les amoureux du reggae, les musiciens amoureux du reggae ici, ils ont monté ce truc-là qui s'appelle Racine Mapou et ils vont inviter Janesta, qui est l'une des artistes très connus qui font du reggae ici depuis des années et il n'est pas en Haïti, bon, il vient spécialement pour l'occasion, donc voilà. Ensuite, on aura évidemment, comme dit John Lamasson, Bitova National, Bitova qui sera là. Et voilà, donc Bitova qui passe sa présentation, évidemment. Ensuite, on aura Kai, qui est un groupe aussi très populaire, donc tu vois que c'est très jeune. Ensuite, on fait dimanche c'est en première partie, on aura le jazz et l'Akai Project. En fait, ce qu'on a voulu monter, c'est les jeunes musiciens de jazz qui se trouvent ici localement en Haïti, les mettre ensemble, faire une sorte de résidence, pour monter un projet ensemble pour le festival, juste à l'occasion du festival. Le projet est dirigé par Gérald Kebro, donc voilà. Et ça pour les grandes scènes. Et les afters, on aura Jazzy Star, qui est un groupe du Cap Haïtien, qu'on a découvert au Cap Haïtien, de très jeunes musiciens qui font du jazz, ils sont très bons. Et ensuite, on aura Nam à la réserve le deuxième jour, qui est le 26, Nam à la réserve, un groupe aussi de musique traditionnelle qui promet énormément ce groupe-là. Je les ai vus jouer au moins 2 fois, et vraiment, je crois que c'est un groupe... Ils sont bons. Très bon. Ils promettent en pile. Ils ont, pour moi, c'est le groupe phare. Déjà, ils ont parti là en flèche. Et la musique traditionnelle, une belle formule, vraiment qui marche très bien, qui présente bien, qui peut bien représenter notre musique traditionnelle, la musique, ce qu'on appelle racine, quoi. Et moi, je trouve, ils sont prêts pour l'export. Enfin, c'est un groupe qu'on peut imaginer vraiment à s'exporter. Pour moi, c'est le Bookman qu'on a connu il y a 20-30 ans de ça, c'est le nouveau Bookman pour moi. Ok. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être son erreur d'appréciation de ma part, même j'ai l'impression, avec le temps, il y a plus groupe qui a intégré le festival. C'est-à-dire groupe musical. Non, c'est toujours Haïtien, tu veux dire?
groupe musical haïtien qui, en général... On a toujours essayé de faire une balance. Il y a toujours autant d'artistes... Il y a plus d'artistes haïtiens que d'artistes étrangers d'ailleurs. Cette année, particulièrement. Particulièrement cette année. Il y a plus d'haïtiens que d'étrangers. Et pour les grandes scènes, il y en a 6, je crois 6 ou 5, 6 artistes étrangers, 6 artistes... je crois que c'est à peu près ça. C'est équitable. Et en plus, on a les afters qui sont que des haïtiens qui jouent les afters. Des fois, on a des étrangers, mais c'est assez rare. Donc voilà, donc effectivement, il y a peut-être plus d'haïtiens, mais plus de groupes connus, plus jeunes, plus connus peut-être. 17 ans après, tous les soirs, et c'est presque évident que la demande était là, et vous avez tenu, malgré les difficultés, vous avez tenu. Qui a le secret de résister, de contourner les difficultés et de faciliter la perpétuation de l'initiative ou bien du projet? Il faudrait peut-être que tu regardes notre documentaire, qui s'appelle le documentaire du Pape Jazz, qui est sorti. Ça va être diffusé quand? Bon. Il sera diffusé justement à la Cinémathèque du Pape Jazz à l'Institut Je croyais français. que ça allait être diffusé rapidement en exclusivité sur Télémétropole. Il faudrait que tu en parles à la direction de Métropole. Mais voilà, le documentaire s'appelle Entre passion et résistance. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est le secret pour tenir ce festival pendant toutes ces années. C'est l'amour qu'on a pour ce festival, pour ce qu'on offre au public, ce qu'on offre à tout le monde, au public, à nos équipes, aux musiciens, parce que les musiciens sont super heureux de venir ici. Donc grâce à ce festival, on a plus en droit de dire que c'est de la musique exotique ou bien réservée à une élite. Ce n'est plus le cas. Ça fait longtemps que c'est pas le cas. C'est devenu une musique, alors un style de musique populaire, je dirais, très populaire, démocratisé. Tout à fait. Je crois que le jazz, les gens, après toutes ces années, ils savent ce que c'est que le jazz, et il y a les jazz de toute horizon, de toutes les couleurs, c'est aussi notre slogan, toutes sortes de jazz, toutes formes de jazz, il y en a qui sont un petit peu plus complexes, il y en a qui sont beaucoup plus faciles, plus accessibles, et aussi on s'assure toujours à intégrer la musique plus facile, plus populaire sur les scènes du jazz. Donc, tu vas à une soirée, tu écoutes du jazz un petit peu plus intellectuel, je peux dire, ou bien du jazz très facile, et aussi la musique commerciale, la musique populaire, je veux dire, notre musique populaire ou musique qui vient de l'extérieur, qui soit musique accessible. Donc, on s'assure que la programmation est montée comme ça. Les gens aimeraient savoir ce qu'ils doivent faire, par exemple. Je me pose la question, Milena. Comment vous procédez pour avoir les artistes, les groupes musicaux au festival? Qu'est-ce que vous faites? En fait, on a quand même on a un site web qui présente tout ce qu'on a fait depuis toutes ces années. Donc ça parle pour nous aussi de dire qu'on a réussi à avoir tous ces artistes de renom international. Donc quand on sollicite un artiste, Richard Bona était déjà venu, mais je ne sais pas, Cyril Aimé, Ludovic Louis, ils vont regarder qui on est. Et déjà ça rassure tout le monde de voir qu'on a tenu, on est là, on dit ce qu'on fait. Et également, ils vont regarder un petit peu qui sont nos partenaires. Et c'est vrai que ça rassure en fait. On n'est pas un one-shot, quelque chose qui est fait une fois et qui s'arrête. Je crois que le festival a une certaine réputation maintenant, enfin, je peux dire surtout en Europe. Parce que je quelle année quand nous sommes allés la première fois à Vienne, un grand festival a été invité par le Festival de Jazz de Vienne, qui est un immense festival en Europe, l'un des plus importants. Et il y avait un journaliste qui était avec nous dans la voiture et il nous disait vous sortez d'où? On a dit d'Haïti, du Pape Jazz. Il a dit le Pape Jazz. Le journaliste était déjà au courant du Pape de pour nous. C'était les gens sont au courant. Ça vous a surpris? Oui, les musiciens sont au courant du Pape Jazz parce que les gens ne comprennent pas. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il y a une petite communauté, surtout dans le jazz. Les musiciens, ils se connaissent entre eux. Même si l'américain, le japonais ou l'irlandais, je ne sais pas, le français, ils se connaissent entre eux. Et ils sont toujours intéressés. C'est un gros circuit. Oui, et puis ils sont en réseau, quoi. Donc il y en a un qui va, on les invite, il va dire toi tu connais, t'es déjà allé en Haïti? Ah oui, je connais, etc. Et on a été aussi surpris quand on était dans ce colloque là avec la Caraïbe. D'opérateurs culturels 12 pays de la Caraïbe, eh bien, ils ont mis le Pape Jazz comme événement référence. Ça, c'est intéressant. Pour nous, c'était
accueilli ça avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, parce que bon, on ne savait pas qu'on a pu ce rayonnement et l'impact qu'on a fait le standard, partout. Le standard, à quel niveau tout ça pour te dire comment on obtient nos artistes, mais voilà, avec la complicité des ambassades, on choisit ensemble, on choisit nous, ils choisissent les artistes. Vous avez déjà fait assez en organisant le festival à Cap-Haïtien, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'extension de tenir le spectacle, que ce soit dans d'autres villes de province ou encore à l'étranger? Jazz on the road. Le Pub Jazz on the road. On a le Pub Jazz on the road. Ça, c'est déjà un projet d'amener le Pub Jazz peut-être un peu partout, mais ça, c'est un vrai projet d'exporter le Pub Jazz quelque part d'autre, dans un autre pays, je ne sais pas. Et aussi, on a d'autres projets pour le Cap-Haïtien, par exemple, un festival pour le Cap-Haïtien, mais que ce n'est pas du festival. Ce ne sera pas du jazz, mais l'autre festival. On a l'occasion d'en parler. Donc, pour le festival on the road, c'est ça? Pub Jazz on the road. C'est le Pub Jazz, le concept du Pub Jazz qui va bouger, aller quelque part d'autre. Par exemple, un des grands... La demande est là, excusez-moi. Est-ce que la demande... Oui, la demande est là. La demande est là. Ok, absolument. allez-y. Il y a un des plus grands festivals au monde qui est le Montreux Jazz Festival, qui est donc à Montreux, en Suisse, qui là fait une Montreux à Miami. Pour la première fois, il se délocalise. Donc ça n'empêche qu'on va continuer, si le pays nous le permet, de faire le Pub Jazz à Port-au-Prince, mais en plus, Pub Jazz on the road. Parce qu'il faut continuer à exister, un festival doit continuer à exister sur quelle que soit sa forme, parce que si tu t'arrêtes 2-3 ans, ben tu es mort, le festival est mort, c'est fini. Donc il faut continuer, je crois que nous sommes assez créatifs. Je comprends le défi auquel vous faites face chaque année, hein? Surtout dans un pays où rien n'est sûr, où tout est fragile. Exactement. Tout à fait. Maintenant, revenons, permettez que je revienne sur le festival des enfants. Ça m'intéresse un petit peu. Ah, le Jazz pour Timoun. Jazz pour Timoun. Alors oui, vas-y, Joël, raconte. C'est pour la première fois qu'on va le faire. Moi, je vais animer la partie musique. C'est faire comprendre aux enfants ce que c'est que le jazz, ce que c'est ce concept de cette musique, de la liberté que le jazz, cette musique propose, qu'on peut déformer au clair de la lune. Par exemple, je joue au clair de la lune différemment. On peut changer la mélodie si on veut. On peut changer les harmonies. Il faut comprendre déjà c'est quoi l'harmonie, la mélodie, la rythmique, tout ça. On fait faire pour les enfants, au niveau des enfants. Faire ça un peu ludique. Mais malheureusement, vous avez dit que nos sold out. Oui, on est sold out. Oui, c'est déjà rempli. Bon, on peut le faire pendant l'année. Oui, bien sûr, si ça fonctionne, on va continuer à le faire. On le fait également en partenariat avec 2 artistes, Leslie Pierre-Paul et Jean-Eddy Rémy. Chacun va co-animer avec Joël la partie art visuel, art plastique. Donc, par exemple, les enfants vont peindre ce qu'ils ressentent en écoutant, parce qu'il y aura un groupe trio live qui va de jouer. Jazz. Et voilà, donc il y aura une émulation qui va se faire, et puis le lendemain, ils vont fabriquer des instruments de musique avec des produits de recyclage. Moi, j'adore cette partie-là. Alors, mais je vous ai vu avec le ministre de l'Éducation nationale. Oui, on a signé un protocole d'accord avec le... Dont l'objectif est de... Eh bien, d'offrir... pendant le festival, mais on va continuer après le festival, des ateliers sur la musique, sur l'esthétique, sur la... comment on appelle ça, la reconnaissance des différentes musiques. Les différents métiers aussi. Oui, mais des différentes musiques, etc. Au niveau des élèves. L'appréciation musicale. Comment comprendre une musique? C'est quoi qu'il y a dans la musique? Comment tu identifies les sons? Enfin, il y a tellement de choses. Peut-être on va dynamiser ou encore donner vie à ce qui a existé dans le passé, parce que je sais que quand j'étais à l'école à Jacmel, quand j'étais tout petit, il y avait des professeurs de musique qui passaient dans certaines salles de classe à apprendre le solfège. Non seulement apprendre le solfège, ça c'est un volet. Ça c'est un volet que donc c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est plus que ça, aller au-delà de là. C'est pas tellement plus, c'est autre. Complémentaire. C'est complémentaire. Voilà. Très bien. Alors, votre présence sur les réseaux sociaux on est très présent sur les réseaux sociaux. On est très présent. Non, c'est pas que je ne suis. Je vous pose la question. On est très présent sur les réseaux sociaux. On y travaille très fort. Et donc, effectivement, une fois de plus, on a commencé en 2021. Le Pub Jazz sera en streaming live, donc en Facebook Live, en cross-posting avec Chocarella, sur Haitian Ladies Network, ministère de la Culture, Radio Télémétropole et l'Institut français. Et également, donc ça veut dire c'est une émission, ça s'appelle Les coulisses du festival, entre les 7
Il y a Bibi Natal-Collé qui interviewe non seulement les organisateurs, les partenaires, les artistes, le public, etc. Et on a réussi cette année à ce qu'il y ait des screenings, c'est-à-dire à l'étranger, en République dominicaine, à Miami, à Montréal, notamment, en Guadeloupe. Il y a des lieux qui vont diffuser des restaurants ou à Maison d'Haïti, par exemple, à Montréal. Ils vont diffuser la retransmission, on va y retransmettre le Pape Jazz. Donc si je n'ai pas d'argent, ça ne veut pas dire que ça va être cher. Si je n'ai pas d'argent, je peux tout suivre de chez moi étant. Absolument. Bien sûr, ou si tu es en province, quelqu'un qui veut, par exemple, quelqu'un qui veut avoir la possibilité de voir les artistes, de leur parler, tout ça, est-ce qu'il aura besoin de beaucoup d'argent pour ça? De voir les artistes, tu veux dire? Si on veut participer au concert même. Si on veut si on veut être là physiquement. On ne va pas toucher les artistes. Quelle idée d'aller toucher les artistes, on les écoute, les artistes, on les regarde. Mais bien sûr, il y a des billets Se faire photographier avec un artiste, par exemple, est-ce que ça va être possible? Vous savez pas. Bon, si l'artiste veut bien, ça dépend. Oui. Voilà, on peut pas exiger mais là ça. où je veux venir exactement, où est-ce qu'on peut acheter des billets? Où est-ce qu'on peut acheter des billets? Où est-ce qu'on peut venir? Tout ça, voilà. Alors, c'est donc... les billets sont donc sur la scène Prestige et la scène Barbancourt, respectivement le 25 janvier et le 26 janvier. Chaque soir est à $40 ou 5400 gourdes. La scène Sunrise Airways le 27 et la deuxième scène Barbancourt le dimanche 28 sont chacune à 1000 gourdes ou $8, je crois, à peu près. Tous ces billets sont en vente au Caribé, aux 2 librairies La Pléiade et à Belle Optique, à OG3, au complexe OG3. Et puis, on a fait aussi sur Eventbrite, si on veut acheter les billets en ligne, c'est mieux. Achetez vos billets à l'avance, parce que en ligne, l'adresse... Sur Eventbrite. Oh, ok. Voilà. Et il y a un package aussi... Ça s'écrit comment? Event, E-V-E-N-T, B-I-R-T-E. Okay. On trouve les informations sur notre site aussi, sur le site dans billetterie, on va trouver l'information. On a un package pour les 4 jours à $85. Voilà. Il faut pas cher payer $85 pour aller voir 12 artistes. 12 artistes et pas des artistes. Oh, $85 pour package. Un package. Ah, ok. Pour aller voir 12 concerts, c'est pas grand-chose avec des artistes internationaux, ça n'existe locaux, nulle part, voilà. Et oui, je disais qu'il faut acheter vite les billets parce qu'on a beaucoup de demandes. Et ça ne commence que demain? Ça commence demain. Oui. C'est du 25 au 28. Du 25 au 28 janvier. Je n'ai pas parlé de certaines choses. Est-ce que j'ai encore un petit temps pour parler de 2 choses ou pas? Pas beaucoup, mais à moins que vous puissiez aller vite. Je vais très vite. En besogne. Alors, les scènes découvertes, c'est donc un espace showcase qu'on donne pour des musiciens émergents. Ça va se faire le samedi et le dimanche 28 au Centre culturel Caraïbes. On a parlé rapidement tout à l'heure de la Cinémathèque, mais je voulais aussi parler de la journée de sensibilisation au changement climatique et à l'éco-responsabilité. Ça va se passer Place Boyer, c'est un événement public. Place Boyer avec l'Union européenne et 509 Sanitation. Il va y avoir des jeux concours, Caco Bourjoli qui sera là pour animer. Il y aura un écran, on va passer des documentaires sur le changement climatique, sur l'impact et les bons gestes à avoir. On va nettoyer la place Boyer, on va parler du tri sélectif, on va faire gagner des réchauds Switch. Voilà, il y aura plein de choses. Soyez présents, il y aura des gens qui vont aussi présenter des accessoires en produits de recyclage. Il s'appelle Jack. Donc voilà, soyez là, encouragez, montrez-nous que c'est important pour vous. Il y aura aussi bien sûr de la musique avec un DJ, super DJ qui sera là, avec la Photo Jack qui sera là. Des types qui accompagnent le festival comme chaque année, à Place Boyer et sur toutes les grandes scènes. Ok. Qu'est-ce qui est prévu pour dimanche? Un petit rappel. Dimanche au Pape Jazz?
Sur la scène Juste dimanche. Barbancourt, écoute, il y aura C'est la le clôture, jazz, la dimanche, c'est Kai la clôture. Project, Felipe Lamoglia et son quintet, et Kai. Okay. Et après, là, on a en after, il y a Joël Acoustique featuring Badiou. Et on n'avait pas dit tout à l'heure, quand même, le premier jour du quartier latin, c'est Maxime Lafaille qui vient avec son groupe. Je voulais aussi dire que nos actions de préservation de la planète, on a dématérialisé notre brochure, elle est seulement en digital, il y a 44 pages, mais on a donc imprimé quelque chose, mais ça se transforme aussi en affiche, donc c'est un produit Regardez un durable. souvenir, voilà. Bon, et écoutez, je n'ai qu'à vous souhaiter du succès, bonne continuation, et succès continu en d'autres termes. Merci. Et je suis content d'observer ces différentes innovations qui vont marquer le festival de cette année. Et ça se passe ainsi chaque année, Gontibaga en plus que Oui. côté. C'est comme, on se dit un peu qu'on est fou de temps en temps, mais bon. parce qu'on n'arrête pas, on n'arrête pas quand même, on n'arrête pas. Oui, surtout quand on est en Haïti, on produit sans arrêt. Mais malgré tout, en fait, c'est ce qui nous anime aussi, c'est ce qu'on ne peut pas s'arrêter. Les défis. Les défis, Mais voilà. on tient aussi à remercier, on ne va pas passer par tout le monde, mais si on n'avait pas tous les partenaires qu'on a, Ouais. on n'y arriverait pas. Donc je ne vais pas pouvoir les nommer là parce grand qu'ils sont merci à nos nombreux, mais partenaires merci à nos partenaires. Sans eux, il n'y a pas de festival. Et tout cela se passe sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication. Absolument. Joël, merci. Milena. Merci beaucoup, Wendell. Kembela Palagé. Yes. Nab Kembe. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec nous. N'oubliez pas, le Festival du Jazz, c'est du 25 au 28 janvier. Pas de numéro de téléphone? Non. Non. info@papjazzhaiti.org. Tout ce que vous voulez savoir sur le site. Allez Sur le site. Allez. Bonne journée, madame, monsieur, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.